on considère qu'il y a à peu près une personne sur 10 qui, directement ou indirectement, a vécu un événement ufologique. Pour que voilà, ça soit banalisé, tout simplement. Dans tes propos, je pourrais comprendre que finalement, ces échanges que l'on a entre des gens qui ont beaucoup de bienveillance par rapport à notre espèce seraient de connivence avec notre politique, avec notre organisation de société? Bien sûr, alors je ne parle pas pour le cas de la France, mais pour le cas des États-Unis ou de la Russie, en fait, on peut constater qu'il y a eu énormément d'échanges entre les politiques et des entités exogènes. Je préfère parler d'entités exogènes parce Oui. que c'est trop vaste. On ne peut pas parler d'extraterrestres, d'autres galaxies. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a des entités qui nous viennent un petit peu de partout. Mais les contacts existent depuis très longtemps, depuis 1954. Alors on va parler de ces contacts et entre autres de ce que tu as vécu en termes d'adduction, mais je vais rester dans cet esprit de porosité finalement. Est-ce qu'on peut constater, à défaut de les observer en direct, je dirais une transmission de technologie qui serait finalement en se disant, vous voyez, c'est pas né du hasard ceci, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on a eu la miniaturisation qui est arrivée très rapidement. Enfin, on voit que notre société depuis, on va dire 50 ans, elle a évolué pas avec le même rythme que les autres rythmes ancestraux. C'est ça, on a là une porosité d'après toi? Là, tu tiens quelque chose. Il y a eu des échanges de technologies avec certaines civilisations. Il y a eu des échanges. Alors après, je ne peux pas rentrer dans le détail de ces échanges et sur quoi ils ont été échangés parce que là, on est sur vraiment du sujet très sensible. Militaire peut-être? Bien sûr militaire, mais bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Mais effectivement, voilà, on invente le micro-ondes du jour au lendemain. C'est des technologies qui ne nous étaient pas connues, qui demandent énormément de temps. Et là, ça va très vite. On s'aperçoit que les progrès aujourd'hui faits vont très vite. Et je pense qu'ils sont liés aussi à ces échanges avec ces entités. Je terminerai sur un aspect général et revenir sur ces notions de civilisation. Il paraît que nous étions des Lulus, les premiers hommes, et que génétiquement, dans cette approche avec les Anunnaki, nous étions programmés pour durer à minima 120 ans. On était bien en deçà dans ces derniers siècles. On tend maintenant à vivre un petit peu plus longuement. Est-ce que réellement, notre code ADN aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure en démarrant cette émission, nous sommes pour partie... génétiquement le fruit de ces exogènes comme tu évoques? Moi, c'est ma thèse. Alors, ce n'est pas la thèse de tous les ufologues, mais je pense qu'il y a eu... Enfin, après, il y a des faits qui sont incontestables et dans ma démonstration, je préfère m'appuyer à des choses factuelles. Mais voilà, il n'y a pas de lien entre Cro-Magnon et Néandertal. Ça, c'est un fait, ça. Il y a une mutation génétique qui a été faite. Et je pense qu'elle n'a pas été faite par l'opération du Saint-Esprit. Enfin, ça, c'est prouvé, c'est factuel. Dans tous les bouquins d'histoire, vous verrez qu'il n'y a pas de lien entre soi-disant notre évolution. Et je pense qu'on est soumis perpétuellement à des changements génétiques pour faire évoluer la race. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on a été mis en culture et qu'on est là pour évoluer et donner le meilleur de nous-mêmes et que le meilleur de nous-mêmes, ils vont s'en apercevoir une fois l'expérience menée. Donc, pour moi, aujourd'hui, le vaccin, ça fait aussi partie des mutations génétiques. D'accord. C'est vrai qu'il aura fallu quelques siècles à cette amélioration, mais si on en revient aussi, l'ensemble des textes religieux, quelles que soient d'ailleurs les religions, nourrissent cette ambiguïté, parce que forcément ce sont des textes religieux, mais pour autant on voit bien qu'il y a quelque chose qui est venu de plus haut, à défaut de haut et de bas, mais de quelque chose qui était forcément d'inspiration hortérienne, quoi. De toute façon, dans la Bible, on a les premiers récits ufologiques d'observations qui ont été faites par Ézéchiel. Ouais. Donc ça, c'est un fait, c'est pareil. Vous allez voir dans la Bible Ézéchiel et on parle de cette lumière qui descend
et qui transforme le buisson ardent. Les Elohim, on avait nos, Oui. nos anciens, Adam, Noé, vivaient plusieurs centaines d'années. C'était finalement ce que les Sumériens appelaient les Anunnaki. On est là dans cette mythologie, mais pour autant Pour moi, véritable. c'est les C'est les premiers premiers. extraterrestres. C'est Adam et Ève sont les premiers extraterrestres. des géants. Oui, alors effectivement, il y a Enfin, des géants, on regarde notre le morphologie. livre d'Enoch le retrace bien. Ces géants, en fait, qui sont venus sur Terre engendrer des enfants avec les femmes humaines, Ouais. ça a été même inscrit dans la Bible jusqu'au XIIe siècle, avant d'être banni par le Vatican. Mais et ça faisait partie de la Bible. Donc il y a des choses extravagantes que vous trouvez dans les récits officiels. Enfin voilà, qui prêtent pas au doute ni à la confusion. Dès l'instant où on fait un peu ces recherches, on a les réponses. Justement, merci Cyril d'échanger avec moi sur ces propos. Je voulais qu'on ait finalement en préambule j'allais dire un regard général, comprendre que finalement notre conversation s'inscrit quand même dans une continuité millénaire, quoi qu'il en soit, Ouais, puisque tout à fait. on est là à échanger. Toi, tu as fait une rencontre. Donc maintenant, on ne sait pas si c'est des géants, on ne sait pas s'ils sont reptiliens, on ne sait pas si c'est des petits gris, si c'est des martiens. On échangera ensemble maintenant, Cyril. Mais tu avais 18 ans, c'est ça Ouais, le premier, la rencontre du troisième type, c'était Ouais, 18 ans. J'avais 18 ans. Alors pourquoi c'est une rencontre du troisième type? Parce que j'ai eu un échange avec le vaisseau. En fait, l'histoire, c'est que j'ai eu un ovni qui a volé en vol très lent, stationnaire, et qui était à 10 mètres de notre tête, moi et une de mes sœurs, avec qui on a fait l'observation. Et là, il y a eu un échange de communication entre le vaisseau et moi. C'est-à-dire que à chaque fois que je me disais non, c'est pas un ovni, ça peut pas être un ovni, parce que ton esprit n'est pas programmé pour ça. Donc tout de suite, ça faisait un mouvement qui me faisait dire que ouais, ce que je voyais, c'était pas des nuages, c'était quelque chose d'énorme et qui recouvrait les bâtiments. Et je repense, je me dis non, c'est pas un ovni. Là, des chiens se mettent à aboyer. Je me dis non, c'est pas un ovni. Toutes les lumières s'éteignent. Je me dis non, c'est pas un ovni. Et l'ovni démarre en une fraction de seconde et fait 30 km le temps d'un battement de cils. Là, je me suis dit, bon, là, c'est un ovni. Et au moment où j'ai admis que c'était un ovni, donc toujours communication avec le vaisseau a disparu. Juste pour qu'on se remette dans un espace temporel, tu avais 18 ans, quelle année, Cyril? En 90. C'était en Donc, 90. C'est la fameuse vague de l'OVNI du 5 novembre 90. Enfin, je dis l'OVNI, il y a eu plusieurs OVNIs. Mon histoire, en fait, a été retracée donc, par l'ufologue Daniel Robin, très connu dans le milieu ufologique. Les triangles de la nuit, donc, qui retrace toute mon observation du début à la fin et avec ses contacts avec ces entités. Alors ça couve, j'y reviens parce que dans ces années 90, on avait encore, je me remémore ces années, mais ce contexte très fort de tôle et boulon encore, qui n'était Oui. pas gommé comme aujourd'hui. Il ressemblait à quoi cet ovni Alors pour moi, c'est pas un ovni tôle et boulon parce que l'immensité en fait de l'angle de l'ovni était complètement noire, mais de façon énergétique, comme si c'était un trou noir. Donc il n'y avait aucune trace de matériel. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment que de l'énergie pure et qui était beaucoup plus noir que le ciel. Il était 19 h quand on a fait l'observation et qui était vraiment, vraiment bien découpé, ciselé au cutter dans le ciel. On est dans Saint-Esprit aussi pour qu'on comprenne mieux finalement avec notre quotidien, nous tous, si on met tous les boulons d'un côté, s'il fallait illustrer quelque chose qui est structuré par l'énergie, on serait dans un esprit d'hologramme en quelque sorte. Hein. C'est ça, ça n'existe pas, mais pour autant c'est là. Alors ça existe parce qu'on parle aussi de drovni, donc les drones extraterrestres. On parle aussi de bulles de plasma. Où là, il n'y aurait pas d'entité à l'intérieur, mais un déplacement télépathique.
on parle d'échanges télépathiques avec les observateurs, les témoins. Et je dirais qu'aujourd'hui, le style d'OVNI change à peu près avec la période. Toutes les enquêtes que j'ai faites au niveau politique, et que ce soit vulgarisé, parce qu'aujourd'hui, l'ufologie, les ovnis dans notre ciel, c'est un fait. Il faut juste qu'on remonte ça aux politiques pour que voilà, ça soit banalisé, tout simplement. Dans tes propos, je pourrais comprendre que finalement, ces échanges que l'on a entre des gens qui ont beaucoup de bienveillance par rapport à notre espèce seraient de connivence avec notre politique, avec notre organisation de société? Bien sûr, alors je ne parle pas pour le cas de la France, mais pour le cas des États-Unis ou de la Russie, en fait, on peut constater qu'il y a eu énormément d'échanges entre les politiques et des entités exogènes. Je préfère parler d'entités exogènes parce que c'est trop vaste. On ne peut pas parler d'extraterrestres, d'autres galaxies. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a des entités qui nous viennent un petit peu de partout. Mais les contacts existent depuis très longtemps, depuis 1954. Alors on va parler de ces contacts et entre autres de ce que tu as vécu en termes d'adduction, mais je vais rester dans cet esprit de porosité finalement. Est-ce qu'on peut constater, à défaut de les observer en direct, je dirais une transmission de technologie qui serait finalement, se dire, vous voyez, c'est pas né du hasard ceci, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, on a eu la miniaturisation qui est arrivée très rapidement. Enfin, on voit que notre société depuis, on va dire 50 ans, elle a évolué pas avec le même rythme que les autres rythmes ancestraux. C'est ça, on a là une porosité d'après toi? Là tu tiens quelque chose. Il y a eu des échanges de technologies avec certaines civilisations. Il y a eu des échanges. Alors après, je ne peux pas rentrer dans le détail de ces échanges et sur quoi ils ont été échangés parce que là, on est sur vraiment du sujet très sensible. Militaire peut-être? Bien sûr militaire, mais bien au-delà de ça. Bien au-delà de ça. Mais effectivement, voilà, on invente le micro-ondes du jour au lendemain. C'est des technologies qui ne nous étaient pas connues, qui demandent énormément de temps. Et là, ça va très vite. On s'aperçoit que les progrès aujourd'hui faits vont très vite. Et je pense qu'ils sont liés aussi à ces échanges avec ces entités. Je terminerai sur un aspect général et revenir sur ces notions de civilisation. Il paraît que nous étions des Lulus, les premiers hommes, et que génétiquement, dans cette approche avec les Anunnaki, nous étions programmés pour durer à minima 120 ans. On était bien en deçà dans ces derniers siècles. On tend maintenant à vivre un petit peu plus longuement. Est-ce que réellement, notre code ADN aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure en démarrant cette émission, nous sommes pour partie... génétiquement le fruit de ces exogènes, comme tu évoques? Moi, c'est ma thèse. Alors, ce n'est pas la thèse de tous les ufologues, mais je pense qu'il y a eu... Enfin, après, il y a des faits qui sont incontestables et dans ma démonstration, je préfère m'appuyer à des choses factuelles. Mais voilà, il n'y a pas de lien entre Cro-Magnon et Néandertal. Ça, c'est un fait, ça. Il y a eu une mutation génétique qui a été faite. Et je pense qu'elle n'a pas été faite par l'opération du Saint-Esprit. Enfin, ça, c'est prouvé, c'est factuel. Dans tous les bouquins d'histoire, vous verrez qu'il n'y a pas de lien entre soi-disant notre évolution. Et je pense qu'on est soumis perpétuellement à des changements génétiques pour faire évoluer la race. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on a été mis en culture et qu'on est là pour évoluer et donner le meilleur de nous-mêmes et que le meilleur de nous-mêmes, ils vont s'en apercevoir une fois l'expérience menée. Donc, pour moi, aujourd'hui, le vaccin, ça fait aussi partie des mutations génétiques. D'accord. C'est vrai qu'il aura fallu quelques siècles à cette amélioration, mais si on en revient aussi, l'ensemble des textes religieux, quelles que soient d'ailleurs les religions, nourrissent cette ambiguïté, parce que forcément ce sont des textes religieux, mais pour autant on voit bien qu'il y a quelque chose qui est venu de plus haut, à défaut de haut et de bas, mais de quelque chose qui était forcément d'inspiration hortérienne, quoi. De toute façon, dans la Bible, on a les premiers récits ufologiques d'observations qui ont été faites par Ézéchiel. Ouais. Donc ça, c'est un fait, c'est pareil.
Vous allez voir dans la Bible Ézéchiel et on parle de cette lumière qui descend et qui transforme le buisson ardent. Les Elohim, on avait Oui. nos anciens, Adam, Noé, vivaient plusieurs centaines d'années. C'était finalement ce que les Sumériens appelaient les Anunnaki. On est là dans cette mythologie, mais pour autant Pour moi, véritable. c'est les C'est les premiers premiers. extraterrestres. C'est Adam et Ève sont les premiers extraterrestres. des géants. Oui, alors effectivement, il y a Enfin, des géants, on regarde notre le morphologie. livre d'Enoch le retrace bien. Ces géants en fait, qui sont venus sur Terre engendrer des enfants avec les femmes humaines. Ouais. Ça a été même inscrit dans la Bible jusqu'au XIIe siècle, avant d'être banni par le Vatican. Mais ça faisait partie de la Bible. Donc il y a des choses extravagantes que vous trouvez dans les récits officiels. Enfin voilà, qui prêtent pas au doute ni à la confusion. Dès l'instant où on fait un peu ces recherches, on a les réponses. Justement, merci Cyril d'échanger avec moi sur ces propos. Je voulais qu'on ait finalement en préambule un regard général, comprendre que finalement notre conversation s'inscrit quand même dans une continuité millénaire, quoi qu'il en soit, Ouais, puisqu'on est là à échanger. Toi, tu as fait une rencontre. Donc maintenant, on ne sait pas si c'est des géants, on ne sait pas s'ils sont reptiliens, on ne sait pas si c'est des petits gris, si c'est des martiens. On échangera ensemble maintenant, Cyril. Mais tu avais 18 ans, c'est ça le premier, la rencontre du troisième type, c'était 18 ans. J'avais 18 ans. Alors pourquoi c'est une rencontre du troisième type? Parce que j'ai eu un échange avec le vaisseau. En fait, l'histoire, c'est que j'ai eu un ovni qui a volé en vol très très lent, stationnaire, et qui était à 10 mètres de notre tête, moi et une de mes sœurs, avec qui on a fait l'observation. Et là, il y a eu un échange de communication entre le vaisseau et moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me disais non, c'est pas un ovni, ça peut pas être un ovni, parce que ton esprit n'est pas programmé pour ça. Donc tout de suite, ça faisait un mouvement qui me faisait dire que ce que je voyais, c'était pas des nuages, c'était quelque chose d'énorme et qui recouvrait les bâtiments. Et je repense, je me dis non, c'est pas un ovni. Là, des chiens se mettent à aboyer. Je me dis non, c'est pas un ovni. Toutes les lumières s'éteignent. Je me dis non, c'est pas un ovni. Et l'ovni démarre en une fraction de seconde et fait 30 km le temps d'un battement de cils. Là, je me suis dit, bon, là, c'est un ovni. Et au moment où j'ai admis que c'était un ovni, donc toujours communication avec le vaisseau a disparu. Juste pour qu'on se remette dans un espace temporel, tu avais 18 ans, quelle année, Cyril? En 90. C'était en 90. C'est la fameuse vague de l'ovni du 5 novembre 90. Enfin, je dis l'ovni, il y a eu plusieurs ovnis. Mon histoire, en fait, a été retracée par l'ufologue Daniel Robin, très connu dans le milieu ufologique. Les triangles de la nuit, donc qui retrace toute mon observation du début à la fin et avec ses contacts avec ces entités. Alors ça couve, j'y reviens parce que dans ces années 90, on avait encore, je me remémore ces années, mais ce contexte très fort de tôle et boulon encore, qui n'était pas gommé comme aujourd'hui. Il ressemblait à quoi cet ovni Alors pour moi, c'est pas un ovni tôle et boulon parce que l'immensité en fait de l'angle de l'ovni était complètement noire, mais de façon énergétique, comme si c'était un trou noir. Donc il n'y avait aucune trace de matériel. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment que de l'énergie pure et qui était beaucoup plus noir que le ciel. Il était 19 h quand on a fait l'observation et qui était vraiment, vraiment bien découpé, ciselé au cutter dans le ciel. On est dans cet esprit aussi pour qu'on comprenne mieux finalement avec notre quotidien, nous tous, si on met tous les boulons d'un côté, s'il fallait illustrer quelque chose qui est structuré par l'énergie, on serait dans un esprit d'hologramme en quelque sorte. Hein. C'est ça, ça n'existe pas, mais pour autant c'est là. Alors ça existe parce qu'on parle aussi de drovni, donc les drones extraterrestres. On parle aussi de bulles de plasma
où là, il n'y aurait pas d'entité à l'intérieur, mais un déplacement télépathique. On parle d'échanges télépathiques avec les observateurs, les témoins. Et je dirais qu'aujourd'hui, le style d'OVNI change à peu près avec la période. Toutes les enquêtes que je mène aujourd'hui parlent plus de boules d'énergie qui sont diffusées que de triangles. Donc c'est marrant, ça suit les modes et ça suit les périodes, comme si eux aussi, de leur côté, avaient évolué. Ce qui semble bizarre, tu comprends que là on puisse s'interpeller, parce qu'on se dirait si technologiquement ils arrivent à faire des choses qui pour notre civilisation demeurent encore de la science-fiction et de l'art du cinéma, qu'aurait-il, je dirais, d'intérêt finalement à singer une forme d'évolution humaine? Pourquoi ne sont-ils pas constants et finalement dans leur apparition? Parce que finalement, s'ils souhaitent apparaître, c'est qu'ils ont peut-être une mission eux aussi. Ouais, il y a peut-être un trouble finalement dans la diversité finalement du langage au regard de la retranscription visuelle. Et je me parle ici pour le moment que visuel des observations qui nous sont relatées, quoi. Tes remarques sont très pertinentes parce qu'en fait, ça révèle une méconnaissance du grand public pour l'ufologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de civilisations qui sont plus ou moins avancées. On va considérer que les boules d'énergie de plasma, ce sont les civilisations les plus évoluées et celles où on est encore sur des triangles ou des soucoupes classiques sur des civilisations moins évoluées qui fréquentent quand même notre espace aérien. Ce que je veux t'amener, et tu me fais le parallèle, c'est que si je veux me transposer sur notre bonne planète bleue, entre guillemets, on voit bien qu'en Amazonie ou en Laponie, on ne vit pas comme à Nantes. C'est-à-dire qu'on est pourtant de la même espèce, mais si on se croisait, on n'a pas les mêmes langages, pas les mêmes coutumes, pas les mêmes outils, pas les mêmes vêtements. On est bien sur 3 civilisations différentes. Tout à fait. C'est ça qu'on évoque. Ah, t'imagines, si effectivement déjà on a du mal à parler à un papou de la jungle profonde, avec quelle difficulté on peut communiquer avec une entité qui a peut-être 2000, 5000 ans, 10 000 ans d'avance sur nous. Ce qui explique aussi cette diversité de part et d'autre. Tout à fait. Hein, pour mieux comprendre que finalement, on n'a pas un standard comme ça, comme on l'évoquait tout à l'heure, d'un reptilien, d'un petit gris ou d'un martien, si je dois se caricaturer. Non, il y a une diversité. Tout à fait. Mais c'est le reflet de notre bonne planète qui a une diversité énorme sur toutes les espèces, les races. C'est ce qu'on voit et ce qu'on valide dans l'univers. C'est exactement ça. Donc Cyril, je t'écoute, je me nourris vraiment de tes propos parce que je comprends aussi vis-à-vis de mes propres croyances et j'allais te dire, tu as déjà rencontré un reptilien, tu ne le savais pas forcément au démarrage. Je ne le savais pas, oui. Si on en vient à ces 18 ans et à cette première rencontre, parce que je ne suis pas sans savoir qu'il y en a eu d'autres, la deuxième rencontre, c'était quoi? C'était qui? Si on devait mettre un mot, un nom, un usage. Moi, aujourd'hui, j'ai une histoire très liée avec nos visiteurs. Ça veut dire que j'ai une mission qui m'a été dévolue, vulgariser le sujet ufologique, vulgariser et banaliser le sujet OVNI, pour avoir vraiment un soulèvement de population de tous les témoins, toutes les personnes qui ont été témoins. On considère qu'il y a à peu près une personne sur 10 qui, directement ou indirectement, a vécu un événement ufologique. Donc, soit par un tiers ou soit par quelqu'un d'extérieur. Donc, moi, la deuxième observation auquel tu fais cas, elle a eu lieu 20 ans après. Donc, c'était dans le Cantal. J'avais la chance d'être dans un village vacances très, très, très élevé dans la montagne. J'ai vu un ovni rouge, énorme, 3 fois plus gros qu'une planète, faire le tour de ma personne, à 360 degrés. Et là, je me suis dit, Cyril, c'est un deuxième signe, tu dois vraiment faire quelque chose pour la cause ufologique. Et j'avais déjà tout en idée, et tout s'est enchaîné très, très, très vite. Mais c'est cette deuxième observation qui a été le déclencheur. Et cette deuxième observation, rencontre, comme je t'évoquais, je ne vais pas te forcer les mots, hein, loin de moi cette idée, mais c'était qui? On était sur un reptilien, qui sont ces civilisations, ou du moins quelle est cette civilisation avec qui toi tu as la chance de moi, je pense que je suis en contact avec, et j'ai la chance aussi de communiquer avec plusieurs civilisations. D'accord.
Ça veut dire que dans ma vie, j'ai fait voilà, un événement, une observation très frappante, très marquante, puisque l'OVNI était à 10 mètres au-dessus de ma tête. Mais j'ai fait 3 autres observations d'objets volants non identifiés, on peut le dire, et en fait qui m'ont toujours ramené à mon activité ufologique que je fais aujourd'hui auprès des repas ufologiques. Et à chaque fois que j'ai eu un petit coup de mou, et parce que c'est beaucoup de pression cette activité, à chaque fois que j'ai eu un petit coup de mou, j'ai toujours fait une observation qui m'a relancé et qui m'a dit « Cyril, tu es sur le bon chemin ». C'est là où je veux t'interpeller tout en étant convaincu, hein, qu'on soit bien d'accord, mais tu ne m'as pas répondu sur le mot et sur le nom, parce que je trouve, et c'est le but aussi de nos échanges, que des fois, soit parce que c'est comme ça que c'est donné, d'une façon pulse, j'allais dire, donc on n'a pas une image matérialisée à 100%, donc difficile d'en définir finalement le sens et le contenu, mais si je croise, on évoquait tout à l'heure un papou ou un lapon, j'ai croisé un papou, j'ai croisé un lapon. Oui. Qui croisons-nous du coup? Enfin, qui oui. croises-tu? Parce que on peut être chargé finalement d'une mission personnelle, mais quelle est finalement la frontière entre, j'allais dire, tu vois, beaucoup de sens ésotériques, on nourrit ces derniers siècles, là encore, finalement, dans nos civilisations, et beaucoup de choses se sont mélangées. Qu'en est-il concrètement, tu vois? Oui, alors c'est un problème d'interprétation. C'est-à-dire que le lapon ou le lapon, enfin, ou le papou. Le papou, tu l'as déjà identifié, tu le connais déjà. Je sais à quoi il ressemble. Tu sais à quoi il ressemble sans l'avoir vu. Oui. Tu sais quelle est cette civilisation qui va être dans la jungle et qui va vivre... Je m'attends à le rencontrer. En plus, si tu t'attends à le rencontrer. Dans le domaine de l'ufologie et des civilisations qui nous visitent, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que le rapport n'est plus physique. D'accord. Il y a vraiment, c'est vraiment l'échange télépathique qui prime. On n'a plus besoin de se montrer pour se dire qui l'on est. On a juste besoin d'avoir un échange télépathique. Et je dirais que la notion matérielle ou matérialisée de l'être est vraiment secondaire. Alors, on reviendra sur cela, mais tu l'évoquais déjà sur ton premier contact, finalement. Ça change un homme, ça change un homme ou femme, bien évidemment. Ça le change dans sa matière, dans sa vibration, dans son énergie. Comment on évolue une fois que d'un seul coup le contact est fait? Alors moi j'ai eu la chance, de par mon activité, de rencontrer énormément de témoins. Donc les témoins d'observation d'OVNI sont une grande famille et on s'aperçoit qu'on évolue tous dans le même sens. C'est vraiment un attachement particulier à l'écologie, à pas faire n'importe quoi de notre planète. Enfin moi à titre personnel, j'ai drastiquement diminué tous les déplacements en auto. Je favorise le vélo et je pense que le message qu'ils veulent nous transmettre, c'est vraiment ça. Conserver, garder, protéger votre planète parce que c'est Gaïa, c'est la planète souricière même. Je vais me nourrir parce que auprès de toi et toute l'amitié que je te porte, il faut que je sois l'avocat du contre, un tout petit peu. Mais bien sûr. Tout à l'heure, on évoquait, et tu me parlais des États-Unis. Je n'ai pas de vocation à être plus ou contre tel ou tel parti, mais quand Trump a été élu, il a piloté les États-Unis. Et puis, c'est vrai que sur l'écologie, on peut bien dire que les accords de Paris, il les a mis à la revoyure, comme on dit. S'il y avait échange, s'il y avait contact, et on parlait de porosité, comment se fait-il que des civilisations bienveillantes, aussi nombreuses soient-elles, puissent tolérer qu'un individu, un seul finalement, vienne nous chambouler sur une organisation mondiale, alors qu'on essaye de se mettre dans une droiture commune, justement, sur de l'écologie. Parce que ce soit les présidents de quel que soit le pays, quel que soit le gouvernement, ça se traite sur des sphères beaucoup plus élevées que ça. On est aujourd'hui dirigé par... voilà, il faut le dire, hein, des multinationales, des gens qui ont... Par l'économie. Par l'économie, la banque le capitalisme. Et aujourd'hui, les pouvoirs décisionnaires, ils sont dans ces milieux-là. Ils ne sont plus dans les milieux de gouverneurs, ou de gouvernement, ou de politique, ou de présidentiel. Ils sont sur des sphères beaucoup plus... De toute façon, c'est très simple. Hein, quand vous avez un président nouvellement nommé aux États-Unis, on lui donne le dossier ufologique,
Ça, c'est la première chose qu'on fait, et après, on lui montre le bouton rouge. Voilà, ça c'est pour dresser un peu le décor. D'accord. Mais sur l'ufologie, il n'a rien à dire, il a juste à suivre les consignes. Et par contre, oui, du jour au lendemain. Mais nos visiteurs sont aussi là pour nous laisser progresser et évoluer en essayant d'interférer au minimum. Bien sûr, Hein, j'entends bien, oui, oui, il y a une logique d'expérience et Oui. notre civilisation se joue de démocratie, de dictature, de guerres et de paix, on le voit bien aux quatre coins du monde. Ils ont quand même cette bienveillance, je dirais, juste de superviser finalement. Pour toi, c'est ça le... Je pense même pas qu'ils supervisent, parce que superviser, ça voudrait dire avoir un contrôle ou une action à un moment donné sur l'évolution. Non, ils sont vraiment là en termes d'observateurs. Ils ont empêché les catastrophes majeures, parce que Fukushima a été survolé par un ovni. Et je pense que le drame aurait été terrible s'il n'y avait pas eu intervention. Il y a eu aussi intervention d'ovni à Tchernobyl. Dès qu'on dépasse un petit peu la limite, c'est vraiment là où ils interviennent. Ils ont déprogrammé des tirs de missiles aux États-Unis. Enfin, ça, il suffit de faire quelques recherches sur la toile et on se rend compte de tous ces faits-là. Donc, ils nous observent et dès qu'on passe un petit peu la limite, ils rectifient le tir. Alors justement, tu l'évoquais, tu animes des débats, des soirées qui sont liées forcément à l'ufologie. Dans le web, malheureusement, soit on rentre dans une version dite complotiste, parce que finalement c'est facile de cataloguer tel ou tel format d'expression, mais de l'autre côté, on n'a pas toujours le sourcing des gens qui finalement communiquent et nous donnent en sérieux ou en fake news de l'information. Là, on est dans une grande soupe où d'aucuns est dans l'impossibilité finalement d'aller chercher une information, j'allais dire, de calibrer. Peut-être le GEPAN, si tant est qu'on aille, mais ils ne sont pas prolixes en termes d'information, hormis les cas d'observation. Comment, finalement, on vient se nourrir en t'écoutant, on se dit, ah, tiens, Cyril nous dévoile un ensemble d'informations, mais où on va chercher sérieusement plus de propos? Ça, c'est le côté le plus sympathique de l'activité ufologique. C'est vraiment de faire le tri dans tout ce qu'il y a sur le net. À force d'habitude, on connaît les fakes. C'est des fakes qui sont récurrents. Donc, dès l'instant où vous êtes... le plus simple, c'est vraiment de rechercher et d'avoir cette quête de recherche de la vérité. Mais au fur et à mesure, on se rend compte des fakes, on se rend compte des mauvaises nouvelles, et vraiment, on se concentre uniquement que sur les nouvelles et les informations qui en valent la peine. Tout à l'heure, je citais M. Jean-Claude Bourré, il y a Jean-Pierre Petit, je vais citer que ces deux hommes sont fiables, leurs propos, c'est fiable? Bien sûr. Jean-Pierre Petit a fait des divulgations scientifiques grâce au contact qu'il a eu avec des entités, des HUMO. Et donc les HUMO ont délivré des connaissances scientifiques qu'il a lui ensuite mis en presse dans les journaux scientifiques, oui, et qui ont été validés et vérifiés par toute la communauté scientifique. Il paraît que ces recherches ont été utilisées côté russe, côté américain, mais pas français, parce qu'on n'y croyait pas. Voilà. Alors, la France, on a du mal. On a un petit peu de mal. Aux États-Unis, ça commence à être vraiment démocratisé. En Russie, parce que j'ai eu des contacts avec des ufologues russes, c'est même mieux qu'aux États-Unis, parce que ça se fait au bar du coin. Tiens, j'ai croisé un ovni ce matin. Ah oui, bah c'est marrant parce que moi c'était le même hier soir. Donc c'est le genre de discussion qu'il peut y avoir. Alors ça, c'est important, on voit bien, je reviens sur ce qui me titille un petit peu Cyril, c'est cette idée d'échange, parce que on a envie pas forcément de tout savoir, mais on a envie d'être connecté aussi, en se disant, si Cyril les a vus, et on a la chance de ton témoignage, donc on en profite, c'est à dire, mais nous aussi, on peut se connecter finalement, mais alors se connecter à des valeurs, tu les évoquais sur l'écologie, sur ta propre, je dirais, transformation, mais au-delà de cela, c'est-à-dire... qu'en est-il? Parce que finalement, si tu es imbibé d'une mission, finalement, tu as une charge. Et oui, cette charge, responsabilité, exactement, elle doit maintenant se matérialiser dans une logique même de déploiement. Ouais.
ça se travaille chaque jour aujourd'hui? Ça se travaille énormément au quotidien, parce que je reçois énormément de témoignages. Donc moi, une partie de ma mission, c'est vraiment d'inviter les gens à témoigner à visage découvert. C'est pas forcément simple parce qu'on se met en danger socialement. Moi, j'ai fait les dossiers surnaturels sur la chaîne 23, j'ai fait le plateau d'Hanouna, je me suis vraiment mis... Tu t'es affiché je me suis sur affiché des médias. et j'invite à tout le monde plus il y aura de gens et plus on se rendra compte de tous les témoignages qu'il y a, parce que moi, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un témoin qui a fait une observation. C'est là où on va réussir à vulgariser et à démocratiser, et ça viendra toujours du peuple, Bien sûr. parce que ça vient toujours de la masse. Je dissocie quand même l'idée de l'observation, qui est finalement, on y croit, on n'y croit pas, de la mission, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu es en mission, c'est plus une observation. S'il y a eu contact, tu as eu message, c'est une mission. On veut te croire, si tu veux, Cyril, mais pour croire, il faut aussi, tu vois, j'allais dire des reliefs, en tout cas des outils, à défaut d'avoir une révélation, parce que ce n'est pas le cas, d'aller chercher une révélation, bien évidemment. On va croire en une religion. Mais comment, justement, tu peux nous donner des outils, si tant est que cette mission t'incombe, et t'incombe également dans le fait je dirais, de nous la confier quand même par ricochet, il nous faut ces outils. Est-ce que ça, on peut les comprendre ensemble? Ce qui est déjà important de préciser, c'est que l'ufologie n'est pas une croyance, on est bien d'accord, mais une étude. Mais une étude, ouais. Donc si c'est une étude, c'est qu'on est sur des faits avérés. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment fait un boom dans le département de la Loire-Atlantique au niveau de l'ufologie, parce qu'on a eu une couverture presse énorme. On a eu un retour presse, on a eu 20 minutes, c'est même la création des repas ufologiques de Nantes sont même passés sur France Info en direct de l'Archer, le président du Sénat. Ouais. Donc c'est comme ça que tu fais bouger les choses en fait, c'est par les médias qui t'attirent du monde, ces gens-là qui se sentent crédibilisés, et du coup qui vont faire bien sûr, un nombre important qui peut changer la donne. Je comprends que ce premier outil, c'est de passer finalement d'une moquerie de réaction, parce que ne pas y croire, on va dire, vaut mieux se moquer, ça coûte moins cher que d'un seul coup de cautionner tout un entendement. Passer cette première étape, après, on est aussi dans un constat. Tu vois, j'allais te dire, je veux bien te suivre, mais finalement, on a du mal à mettre un nom. Et je l'ai compris, parce que ça ne marche pas comme un papou ou comme un lapon. Mais si tu es en mission, c'est-à-dire que, et que je puisse, moi, t'accompagner sur du factuel, il en faut, j'allais dire, non pas plus, mais il en faut différemment, enfin, que ça soit compréhensible. Et pour autant, on ne l'est pas, parce que on constate des observations, mais là encore, une observation n'est pas, à mon sens, si tu veux, une constatation. Tu vois l'idée? Tout à fait, oui. Après, tu connais le concept. Hein, la première étape, c'est la moquerie. La deuxième étape c'est l'attaque. Ouais. Et la troisième étape, c'est avérer comme toujours existant et avoir toujours existé. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans le stade de la moquerie, on est dans le stade de l'attaque. D'accord. Donc il y a beaucoup de sceptiques, mais qui sont aussi, je dirais, de sphères très hautes, qui n'ont aucun intérêt à que les gens sachent qu'il y a des contacts avec des civilisations exogènes. Et je dirais, pour compléter par rapport à ta question, il y a un moment donné où il y a des choses qu'on ne peut pas dire en ufologie. J'entends bien. Qui sont hypersensibles. Voilà, moi j'ai eu le cas d'un proche ufologue qui a disparu dans des circonstances plus que bizarres. Et il y a un moment donné, il ne faut pas franchir cette ligne-là. Donc cette ligne-là, on ne pourra pas la franchir. Par contre, tout ce qui est avant, divulguer, faire ensemble des animations, des activités où il y a de plus en plus de monde. Là, on va préparer normalement avec Jenny Chargot la venue de Marc Saint-Germain, qui est un ufologue hyper connu dans le Nord, au Canada et même aux États-Unis.
et où ils devraient faire lever les foules. Donc on va faire des conférences, et puis plus ça sera démocratisé, et c'est comme ça que les choses vont avancer. Mais après, pour faire sa recherche ufologique, c'est un travail de chaque instant. Mais ça, c'est le... Moi, si tu veux, j'ai pas la prétention de dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est le libre arbitre de chacun, et on fait ses recherches en fonction de son temps et de sa motivation. Mais ce que je peux garantir comme résultat, c'est que celui qui cherche la vérité, il commence à avoir des contacts avec des ufologues qui vont l'orienter sur certaines sources sérieuses. Et c'est comme ça que ça se fait. Moi, j'ai mis 5 ans à pénétrer vraiment le milieu très très fermé de quelques ufologues. Il y a une dizaine d'ufologues qui sont vraiment informés de choses très, très sensibles. Je voulais terminer sur cette idée commune, puisque tu m'évoquais un contact de type 6, ça veut dire abduction, mais également, j'allais dire, il y a eu trifouillage, on va dire. Je n'ai pas le terme parce que c'est toi qui me l'évoquais, mais comment on vit après? Parce que finalement, tu t'es senti floué peut-être ou accepté dans une communauté. C'est quoi finalement le type 6? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'abductions de par le monde. D'accord. Le grand public n'est pas informé. Moi, j'ai fait une petite expérience toute bête. Je suis allé dans un commissariat de police. J'ai vu tous les noms des gens disparus qu'il y a. C'est hallucinant. Et ça, on n'en parle pas assez, mais c'est hallucinant. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans les bureaux de police ont été enlevés par des extraterrestres. Je dis juste que ce soit aux États-Unis, en Europe, c'est un fait avéré. Après, ces abductions, elles ont une conséquence, elles ont un traumatisme souvent chez les témoins. C'est parce que là, on parle de mutilations scientifiques, de recherches scientifiques qui sont faites sur notre espèce. Donc là, on est vraiment au maximum de ce qu'il est possible de vivre en ufologie. Et moi, j'ai eu la chance d'être en contact avec de nombreux abductés, puisque c'est le terme choisi. Ils ont souvent des suites à leur enlèvement. Ils sont souvent ensuite invités à rencontrer à nouveau des civilisations, à refaire d'autres tests. Souvent, ils sont suivis sur toute une vie. On comprend, je dirais à t'écouter là sur cet échange. Bon, c'est un acte de toute façon qui va être personnel au démarrage, avec l'amplitude que chacun pourra forcément mesurer en son sein, auprès de ses proches, si tant est que, et puis auprès d'une communauté, bien évidemment. Les repas ufologiques vont reprendre, hein, puisque nos règles sanitaires, j'espère qu'ils n'y sont pas pour quelque chose, parce que c'est 8 mois qui ont été très longs pour tout le monde. Ça va faire du bien aussi de reprendre ces activités d'échange. C'est prévu pour juillet, un retour aux normes. Alors déjà, on va faire, on va reprendre en septembre pour bien se caler, parce que il y a énormément de monde qui souhaite et qui veulent absolument la reprise des repas ufologiques. Ça a manqué à énormément de monde. J'ai beaucoup d'appels en me disant Cyril, c'est quand tu reprends. Donc sûrement en septembre, on fera une veillée ufologique dans un grand terrain du côté de Ligné, 17 hectares, alors dénué de toute pollution lumineuse. Et on va mettre en place en fait un mécanisme connu de quelques ufologues pour essayer de rentrer en contact avec un vaisseau. Il y a une date. Ça, c'est l'objectif. 14 août. 14 août, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Et on va essayer, avec toute l'énergie collective du groupe, de faire des appels. Il y a des communications qui se sont faites comme ça, et on ne désespère pas d'avoir un vaisseau, peut-être pas qui atterrisse,
Mais en Ouais, tous les qui cas, passe. qui passe très près. Cyril, pour ceux qui vont souhaiter te rencontrer le groupe, les repas ufologiques redémarreront en septembre, c'est à la montagne, hein, il y a le site internet. Vous souhaitez forcément parcourir cet univers, et plus particulièrement ton récit, Cyril, puisqu'elle a été retraduit dans Les Triangles de la nuit. Monsieur Daniel Robin, hein, le livre est toujours disponible, hein, Oui. collection Enigma dans toutes vos bonnes librairies. Cyril, un grand merci parce que c'est toujours des moments singuliers comme ça, un petit peu comme au confessionnal, hein. On n'avait pas mis la petite grille. On s'est fait plaisir, on a pu échanger en toute liberté, Oui. sans connivence bien évidemment, parce que le but c'est forcément de s'affranchir l'un de l'autre de ce que l'on a envie de croire et de ce qu'il faut aussi orienter nos vies. Un très grand merci parce que c'est important pour tout le monde, parce que ça nourrit aussi ce sens commun, et je crois que si on passe plus rapidement de dérision à, je dirais, intérêt, ça peut que nourrir nos vies en tout cas. Exactement, mais de toute façon, l'ufologie n'est pas prête de mourir. J'imagine. Merci à toi une fois de plus, Merci à et toi, à bientôt. Eric, de ton invitation. Je t'en prie.